Donc du coup, je vais reprendre un petit peu le fil. Je suis vraiment désolée de ces aspects techniques. Euh, voilà. Euh, alors peut-être oui, je vous disais tout à l'heure que peut-être juste vous resituer l'évolution et aussi comment l'histoire de la médiation familiale s'est développée en France très rapidement. C'était une donc en fait la médiation s'est développée au départ aux États-Unis dans les années 70, puis au Canada. Et en fait, c'est dans la fin des années 80 qu'il y a un petit groupe de Français d'origine professionnelle diverse qui a décidé d'aller se former au Canada. Et à leur retour, ils ont créé l'Association pour la promotion de la médiation familiale en France, et qui va donc rédiger le code de déontologie de la médiation. Et ça va être le début du développement à la fois des services de médiation familiale en France et des formations dans ce domaine. Ce qui est intéressant à remarquer, c'est qu'en France, c'est l'intérêt de l'enfant qui a fondé la médiation familiale et c'est ce qui va donc orienter l'identité de la médiation familiale vers le maintien et la restauration du lien familial, presque davantage que sur la gestion de conflits. En 2001, c'est Ségolène Royal, qui est alors ministre de la Famille, qui va instituer le Conseil national consultatif de la médiation familiale, qui va être chargé de favoriser l'organisation de la médiation familiale et de développement en France. Et là encore, il s'agissait de mettre en place un métier pour l'avenir. Et je trouve que cette idée est assez intéressante parce qu'en fait, en médiation, on a aussi le regard tourné davantage vers l'avenir et on accompagne les personnes justement à aller davantage vers l'avenir que dans le passé. Ce Conseil national consultatif a donné la définition de la médiation et a finalement amené aussi à la création d'un diplôme d'État de médiateur familial, diplôme de niveau 2. Et c'est en fait un métier donc qui s'est formé assez rapidement et qui a eu très vite une reconnaissance quand même par ce diplôme d'État, mais également une reconnaissance juridique donc en 2002 avec la loi sur l'autorité parentale, où pour la première fois on va parler de la médiation familiale, ainsi que en 2004 avec la réforme du divorce. Il y a également une reconnaissance financière à compter de 2006 avec un premier protocole de développement et de financement de la médiation qui va permettre la structuration et le financement des services de médiation par la mise en place d'une prestation de service qui est versée donc par la caisse d'allocation familiale. En fait, depuis à ce moment-là, toutes les bases, je dirais, sont posées pour que la médiation familiale puisse se développer. Et c'est maintenant tout ce travail-là qui se poursuit et qui demande également un changement de culture. Et ça prend un petit peu plus de temps, à la fois au niveau des partenaires institutionnels, des médiateurs dans leur collaboration et leur coopération, peut-être avec d'autres professions, mais également pour les personnes. C'est en fait changer de regard sur la différence de l'autre et c'est de passer d'un rapport de force à un rapport de coopération dans le respect de chacun pour mieux construire la suite ensemble. Et c'est donc en fait ce changement de culture qui va prendre encore un petit peu de temps et dans lequel nous sommes actuellement. Donc en fait, pour revenir à la médiation, donc effectivement, la médiation propose aux personnes en conflit au sein d'une famille de se rencontrer dans un espace de parole qui est neutre, sécurisant et confidentiel pour établir un dialogue et une communication constructive, pour expliciter aussi leurs différends et de rechercher ensemble leurs solutions. Donc en fait, c'est pas une démarche facile pour les personnes parce qu'il s'agit vraiment, euh, comment dire, de franchir le pas pour accepter de rencontrer l'autre. Et c'est parfois justement ce tiers qui va le permettre et cet espace tiers qui va effectivement faire en sorte que les personnes se sentent suffisamment en sécurité et suffisamment prêts pour rencontrer l'autre et entendre ce qu'il a à dire. Donc le médiateur va les accompagner dans ces échanges-là. Il ne prend parti ni pour l'un ni pour l'autre, mais il va soutenir chacun pour que chacun puisse s'exprimer, pour que chacun puisse écouter aussi ce que l'autre a à dire et pour mieux comprendre ce qui est en train de se jouer. On va travailler à la fois sur l'expression des besoins, sur les émotions et sur les ressentis de chacun. Et le médiateur va aider également les personnes à prendre un petit peu de distance, à prendre du recul et à réfléchir à la fois parfois individuellement et ensemble sur la façon dont ils pourraient avancer dans leur situation et aussi
je dirais de s'autoriser à être créatifs dans la recherche de leurs solutions, de leurs propres solutions. Il s'agit donc aussi d'une autre façon d'appréhender le conflit et de ne plus être dans ce rapport de force ou dans ce combat, mais plutôt d'essayer de déposer les armes et d'essayer effectivement déjà de s'intéresser et de s'ouvrir à ce que l'autre peut effectivement exprimer et ressentir et comment lui voit la situation, lui ou elle voit la situation. Donc dans ce sens-là, la médiation, comme je le disais avant, est tournée davantage vers l'avenir elle n'est pas dans le passé. Et dans cet avenir, c'est d'essayer de voir comment chacun pourrait trouver sa juste place et comment l'intérêt de l'enfant pourrait aussi avoir sa place et évoluer de façon positive en lien avec ses deux parents. La médiation, on le disait tout à l'heure, peut être une alternative à une procédure en justice. Puisqu'effectivement, les parents qui viennent en médiation, alors Madame Copard parlait des situations de divorce, mais il y a également les couples qui ne sont pas mariés et qui n'ont pas besoin de passer devant un juge pour organiser leur séparation. Mais très souvent, alors parfois ils viennent d'emblée au moment de la séparation parce qu'ils ont besoin de formaliser eux-mêmes un cadre de fonctionnement. Parfois, ils viennent 2, 3, 4 années plus tard, lorsqu'ils ont déjà fonctionné d'une certaine manière, mais qu'il y a à un moment donné un fait nouveau qui vient finalement les amener à formaliser les choses pour avoir un cadre peut-être plus structurant pour les uns et pour les autres. Donc, comme je le disais, oui, par rapport à la justice, la médiation peut soit être une démarche spontanée, où les personnes prennent contact avec un service de médiation pour mettre cette médiation familiale en place, mais elles peuvent également s'adresser à la justice par le biais d'une requête ou dans le cadre d'une procédure de divorce. Et c'est le juge aux affaires familiales qui peut à ce moment-là leur parler de médiation et leur proposer soit les enjoindre à venir au moins pour un entretien d'information à la médiation familiale pour s'informer sur cette démarche-là et pour qu'ils puissent ensuite décider de s'y engager ou non, ou alors il peut ordonner la médiation pour effectivement, je dirais que c'est un levier un peu plus fort pour effectivement les inciter à s'engager dans cette démarche-là, mais en sachant également qu'en médiation, on aura toujours à cœur de vérifier, enfin, il y a le libre engagement des personnes par rapport à cette démarche-là. Et il s'agit aussi parfois effectivement de trouver le bon moment parce qu'effectivement, des personnes qui se sentent contraintes à venir s'asseoir dans un espace de médiation, forcément, ils n'auront pas cette liberté et de réflexion et d'action pour avancer. Au niveau de la justice, d'ailleurs, la médiation et les modes alternatifs de règlement des différends prennent de plus en plus de place. Et c'est dans ce sens-là que lorsque les personnes déposent une requête au tribunal ou engagent une procédure de divorce, le juge va leur envoyer en même temps que la convocation à l'audience un courrier leur proposant d'aller vers la médiation familiale et de s'informer de cette démarche-là. Donc, ça, c'est quand même quelque chose qui est très intéressant parce que ça permet aux personnes, avant de s'engager dans une procédure parfois plus conflictuelle, de pouvoir effectivement déjà choisir cette autre alternative. Donc, cette médiation, au niveau de la justice, elle est proposée à la fois en amont et à la fois en cours de procédure où le juge peut effectivement l'ordonner. Alors, la définition de la médiation, c'est une définition qui est très longue. Je vais peut-être quand même vous la donner. C'est vrai que j'aurais pu vous la donner de façon écrite, mais je vais peut-être vous la lire rapidement. Donc, c'est un processus de construction et de reconstruction du lien familial qui est axé sur l'autonomie et la responsabilité des personnes concernées par des situations de rupture ou de séparation, dans lequel le tiers impartial, indépendant, qualifié et sans pouvoir de décision, qui est le médiateur familial, va favoriser à travers l'organisation d'entretiens confidentiels leur communication, la gestion de leurs conflits dans le domaine familial, entendu dans sa diversité et dans son évolution. Donc c'est effectivement une très longue définition, mais avec différents éléments qui paraissent vraiment importants, dans le sens où effectivement il y a la question de l'autonomie et de la responsabilité des personnes. Il y a le fait que ce soit des entretiens confidentiels,
que le médiateur est un tiers impartial et en fait, effectivement aussi, cette diversité des situations dans lesquelles la médiation familiale peut s'appliquer. Parce qu'effectivement, on parle depuis le début de cette matinée de la séparation et du divorce, mais la médiation familiale peut aussi s'appliquer à d'autres moments et à d'autres situations conflictuelles au sein de la famille. On parlait de recomposition familiale, donc ça peut être dans ce cas-là. Ça peut être pour des personnes qui sont déjà séparées ou divorcées depuis fort longtemps, mais où un événement nouveau va effectivement intervenir, un déménagement, un changement de profession ou de situation financière, et qui va à un moment donné amener les personnes à revoir l'organisation qu'ils avaient trouvée jusque-là et le mode de fonctionnement sur lequel ils s'étaient mis d'accord pendant un certain temps. Il y a enfin les médiations entre parents et adolescents, qui est un nouveau champ, je dirais, de la médiation familiale, pour effectivement à la fois permettre aux adolescents qui sont en rupture de lien avec l'un de leurs parents de pouvoir effectivement, dans cet espace-là, reprendre contact avec un parent qu'ils ne voient plus ou avec lequel ils sont en rupture, pour essayer d'envisager la nature de leur relation et la façon dont ils vont pouvoir être en relation par la suite. Il y a enfin les situations entre parents et jeunes adultes. Donc là, on se situe dans le cadre de l'obligation alimentaire, puisque cette obligation alimentaire s'applique, comme l'avait dit Madame Coppart, au-delà de la majorité. Et il y a enfin les situations aussi de conflit entre parents et grands-parents au sujet de leurs petits-enfants, lorsque les grands-parents, à un moment donné, n'ont plus accès à leurs petits-enfants. Et enfin, un dernier domaine qui s'est développé très récemment, qui est celui effectivement de la perte d'autonomie d'un parent âgé, et où il s'agit justement de proposer cette médiation familiale à la fratrie qui est à un moment donné confrontée à des décisions à prendre avec le parent âgé ou non par rapport à sa situation. On a parlé tout à l'heure de coparentalité et je pense que c'est effectivement un aspect qui est très important. C'est effectivement en médiation, on va aborder de nombreux sujets. Ce sont les sujets que les personnes souhaitent vraiment aborder. Ça peut être très variable d'une situation à l'autre. Et en fait, très souvent revient cette question aussi de distinguer la relation conjugale de la relation parentale. Et c'est souvent cette difficulté-là qu'ont les parents à un moment donné lorsqu'ils sont encore pris dans leur relation de couple et dans cette séparation au niveau de la relation de couple, que du coup, ils naviguent, je dirais, entre cette relation de couple et cette relation conjugale. Et c'est là où, en médiation, on va essayer de distinguer un petit peu les choses pour remettre chaque émotion ou chaque ressenti à sa place, et ce qui va permettre aussi aux personnes de peut-être cheminer dans l'analyse de leur situation et du coup d'envisager peut-être d'autres façons d'avancer. Je parlais tout à l'heure des médiations parents-adolescents, donc c'était peut-être une précision à apporter à ce niveau-là, c'est que les médiations commencent toujours par des entretiens au niveau des parents, et c'est ensemble que les parents donneront leur accord pour que, à un moment donné ou à un autre, l'enfant puisse être associé, l'enfant ou l'adolescent sera associé à cette médiation pour un temps donné, pour effectivement prendre en compte ses besoins, qu'il puisse donner son avis. Et ensuite, ce sera de nouveau le travail avec les parents qui pourra se poursuivre pour essayer de réfléchir et de prendre les décisions qu'ils souhaitent par rapport à leur situation et par rapport à leur enfant. Donc, comme je le disais, la médiation peut avoir lieu à différents moments, aussi bien avant une séparation, ça peut être de l'aide à la décision, ça peut être en cours de séparation ou après une séparation, et à tout moment où un conflit peut se présenter au sein de la famille. La médiation débute toujours par un entretien préalable, qui est un entretien d'information qui peut être commun, où les deux personnes peuvent venir d'emblée ensemble pour prendre les informations par rapport à cette démarche-là. Mais ça peut aussi être des entretiens individuels où déjà une première personne va venir s'informer
se renseigner sur cette démarche-là et ensuite on verra, la médiatrice ou le médiateur verra avec la personne comment proposer cette démarche-là à l'autre parent. Ces entretiens d'information ont toute leur importance parce que ça permet parfois aux personnes de pouvoir vraiment prendre un temps de recul sans être tout de suite en présence de l'autre pour faire un point de leur situation et pour aussi peut-être se refixer des objectifs sur la façon dont ils souhaitent avancer. Ensuite, donc effectivement, après cet entretien préalable, la médiation, les personnes décideront si elles engagent cette démarche de médiation. Et là, différents entretiens pourront se suivre, rythmés dans le temps, en fonction de la demande et des besoins des personnes. Et à chaque entretien sera travaillée la question qui les occupe, et donc jusqu'à arriver finalement, peut-être en fin de médiation, à la formalisation d'un accord lorsqu'ils le souhaitent, un accord écrit, ça peut être une convention qu'ils peuvent ensuite adresser au juge pour homologation. Mais au-delà de l'accord, ce qui va être important, c'est le fait que les personnes puissent à un moment donné avoir pris du recul par rapport à leur situation, avoir peut-être pu prendre le temps de renouer un dialogue ou une communication, de comprendre ce qui se joue et ensuite de voir jusqu'où ils peuvent aller dans cette démarche de médiation. Au démarrage, l'idée, c'était d'arriver à des accords à tout prix. C'est parfois ce qu'effectivement les juges aussi attendaient de la médiation. Aujourd'hui, on entend davantage le fait de pouvoir déjà apaiser la situation ou au moins de rétablir un espace de parole où les personnes vont pouvoir cheminer et amorcer peut-être un changement dans leur réflexion, dans leur organisation, pour faire un pas de plus. Et peut-être que c'est quelque chose qui se fera peut-être en plusieurs temps et pas forcément en un temps de médiation à un moment T. Donc les thèmes qu'on peut aborder en médiation sont très variables. Ça peut aller de la définition des temps de vie de l'enfant avec chacun des parents. Est-ce que c'est une résidence principale? Est-ce que ça va être une résidence alternée? Ça peut être toutes les questions autour de la vie quotidienne des enfants, sur la scolarité, sur la santé, la religion, toutes ces questions-là, sur les relations avec les autres membres de la famille, sur les modalités de passage d'un parent à l'autre, sur l'implication et le rôle de chaque parent, sur l'exercice conjoint de l'autorité parentale, sur la répartition effectivement des biens. Donc effectivement, ça peut être effectivement des sujets très variés et en fait en chaque début de médiation, les personnes vont effectivement pouvoir dire quels sont les sujets dont ils auraient besoin et envie de travailler. Donc tous ces entretiens sont confidentiels quant au contenu de la médiation pour effectivement permettre à ce que les personnes se sentent le plus libres possible pour être aussi le plus authentique par rapport à leurs ressentis et à leurs émotions. Alors peut-être je vais peut-être avancer aussi sur une présentation par rapport peut-être plus assez synthétique sur ce que c'est que le plateau de médiation familiale 67, puisqu'effectivement, au niveau du département, le plateau est une coopération de 4 associations de services de médiation familiale qui fonctionnaient déjà précédemment au sein du département. Il y a donc l'association, le CIDFF, Centre d'information du droit des femmes et des familles, l'Étage, Récif et enfin l'Association générale des familles. Le plateau est porté par l'Association générale des familles et en fait ce plateau a démarré son activité donc en 2016 dans l'idée à un moment donné de mutualiser notre façon de fonctionner pour effectivement promouvoir le développement de la médiation familiale et faire en sorte que la médiation familiale soit plus lisible sur l'ensemble du département. L'idée, c'est effectivement donc de proposer un service d'accueil et d'information. Donc, toute personne peut prendre contact avec le service de médiation familiale, aussi bien les familles, mais également les professionnels, avec dans l'idée de pouvoir avoir des informations sur le déroulement d'une médiation, sur son coût et sur l'organisation, et prendre également un rendez-vous
directement auprès d'un des services de médiation familiale. Donc en fait, au niveau du plateau, ça a été tout un travail de médiation, je dirais, entre les 4 associations pour voir ce qu'on acceptait de mettre en commun, la façon dont on allait fonctionner, de définir ensemble nos objectifs et nos missions. Et ça a été un travail d'une année à peu près jusqu'à ce qu'on en arrive effectivement à la formalisation d'une charte entre les 4 services de médiation pour après pouvoir fonctionner. L'idée, donc, c'est également de développer la médiation familiale dans l'ensemble du département et de permettre également une meilleure coopération, notamment avec les juges aux affaires familiales. Et enfin, c'est effectivement proposer, lorsque les personnes appellent, tout de suite pouvoir proposer un rendez-vous pour que les personnes n'aient pas besoin de frapper à différentes portes, de rechercher un lieu qui pourrait leur convenir. En appelant à un endroit, donc le numéro du plateau, ils peuvent avoir à ce moment-là les différents lieux de rendez-vous qui sont possibles dans le département et en fonction de leurs horaires et de leurs convenances, on va pouvoir leur fixer un rendez-vous directement auprès d'une ou l'autre des médiatrices de ces 4 associations. Donc, effectivement, au niveau du plateau, on reçoit à la fois les demandes conventionnelles des personnes qui nous appellent pour prendre un rendez-vous et à la fois les juges aux affaires familiales qui, en fait, donc par le biais de conventions que nous avons signées avec le tribunal de Strasbourg et le tribunal de Saverne, nous adressent directement les médiations qu'ils ont ordonnées et c'est donc le plateau qui les affecte à l'une des médiatrices et à l'un des services pour ensuite, effectivement, que ces personnes puissent être invitées pour les premiers entretiens de médiation familiale. Chaque association poursuit bien sûr en parallèle son activité, en sachant que effectivement le plateau médiation familiale 67 est cette porte d'entrée commune facilitante à la fois pour les personnes et pour les professionnels. Par ailleurs, le rôle du plateau est aussi de promouvoir la médiation sur l'ensemble du département, à la fois auprès du public et à la fois auprès des professionnels. Et en fait, avec le recul, ce qu'on peut voir, c'est qu'effectivement, entre 2016 et 2019, l'activité du plateau a quasiment doublé, ce qui peut effectivement traduire le besoin pour les personnes de se tourner à un moment donné vers un espace tiers pour avancer par rapport à leur situation. J'ai essayé d'être assez brève parce que je vois le temps qui passe. Je ne sais pas si je suis, si je n'ai pas été trop longue, mais ce que je vous propose peut-être, c'est de répondre encore à vos questions par rapport aux différents sujets que j'ai pu aborder. Eh bien, Sonia, avant merci que tu t'arrêtes, est-ce que tu veux indiquer quelques repères sur le barème, sur le coût que ça peut Oui. représenter, la prise en charge par la CAF? Alors, en fait, effectivement, donc comme je le disais, il y a une prestation de service qui effectivement finance les services de médiation familiale conventionnés, mais du coup, il reste effectivement toujours une participation financière des familles. Et pour ce faire, il y a effectivement un barème qui s'applique à l'ensemble à toutes les personnes, et à l'ensemble des services de médiation familiale, et qui est donc celui qui s'affiche à l'écran. Donc, ça démarre à 2 € pour une personne qui est bénéficiaire du RSA et ça augmente donc par tranches successives et on se base. Alors, ce sont les revenus de chacune des personnes qui est prise en compte. Donc, il se peut que dans le cadre d'une médiation, un parent va payer peut-être 2 € et l'autre payera 10, 15 ou 20 en fonction de ses revenus. C'est pour être effectivement, je dirais, dans une appréciation la plus juste de la situation de chacun, mais de permettre à chacun effectivement de pouvoir faire cette démarche-là. Merci beaucoup, Madame Alès. Et d'autant plus que je sais que c'est très perturbant quand on a une intervention de ce type à assurer et qu'on est parasité par des problèmes techniques. C'est vrai que ça m'a un peu perturbée. Alors j'espère que mon propos n'aura pas été trop confus pour autant. Non, je crois que après là avec le téléphone, ça marchait plutôt bien. Est-ce que certaines personnes qui nous écoutent souhaitent prendre la parole?
J'ai pas vu de questions écrites, si ce n'est des confirmations que on vous entendait beaucoup mieux sur la deuxième partie de votre intervention. Sébastien, peut-être si tu veux réagir. Ah, Vincent. Oui, il y avait une question autour de du sentiment d'abandon là tout à l'heure, auquel on peut répondre, mais aussi en lien avec ce qui vient d'être dit. Je crois qu'il y a vraiment quelque chose d'important autour de cette question du conflit. Moi, j'aimerais bien faire une différence entre conflit et conflictualité, et, parce qu'effectivement, les situations là, dont on parle, c'est plutôt que la question de conflit, c'est la question d'une guerre, hein, une guerre de tranchées entre des parents qui n'arrivent pas à se mettre d'accord et à s'entendre. Et on voit, je trouve, très souvent, effectivement, des parents, et je pense que la médiation familiale, je l'entends aussi souvent comme ça, dans son intérêt, sa place, d'en permettre une conflictualité, finalement, hein, plutôt que penser à l'idée de il faut qu'on se mette tous d'accord sur quelque chose. Au contraire, un espace pour rendre possible une conflictualité, c'est-à-dire on n'est pas forcément d'accord, d'ailleurs on s'est séparés, on ne s'aime plus, enfin voilà, donc, mais et c'est bien ce manque de rendre possible une conflictualité qui peut-être est à l'origine de la séparation, parce que voilà, voilà, tout le monde est différent, les liens sont différents, voilà. Et donc, comment arriver à maintenir une qualité de lien, retrouver une qualité de lien ou maintenir une qualité des liens, c'est ça qui me paraît important. Alors, je fais justement le lien avec la question autour de l'abandon de tout à l'heure, c'est que quand effectivement il y a des sentiments d'abandon, à mon avis, c'est comme on le voit un peu dans la question de l'abandonnisme ou de ces enfants qui souffrent de carences, qu'on appelle de carences éducatives ou carences affectives, c'est bien la qualité du lien qui n'est plus là. Alors peut-être effectivement c'est une bonne question, on ne va pas creuser ça, mais c'est qu'il y a aussi des sentiments d'abandon dans ces histoires de séparation familiale qui se passe mal, sans doute peut-être du fait de rejet, quoi, je dirais. Moi, c'est ça que ça m'évoque, hein. C'est-à-dire qu'il y a la question de la perte de tel et tel parent, mais aussi le sentiment d'être victime de rejet de la part de tel ou tel parent, peut-être du fait d'un parent qui n'a pas lui aussi pu faire le tri entre le lien qu'il a avec l'ex-parent, pour appeler l'ex-parent, et le lien qu'il devrait pouvoir maintenir avec son enfant. Que tout ce monde-là est mis dans le même paquet, du style toi et ta mère, je ne veux plus vous voir, quoi, si vous voulez. Mais ça pourrait être aussi l'inverse, hein, mais c'est quand même, je trouve qu'en pratique, c'est quand même beaucoup plus souvent des parents qui décrochent un peu de leur rôle, de leur fonction parentale dont on a parlé tout à l'heure. Voilà. C'est ça que ça m'évoque, ces sentiments de rejet. Alors évidemment, c'est très douloureux, comme on l'a souligné dès le début, et notamment Sébastien Dupont a bien insisté dessus, c'est très douloureux pour l'estime de soi-même, puisque d'être victime de rejet, c'est que voilà, on est à quelle place on est mis si on est l'objet d'un rejet, voilà. Hein, donc c'est très 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 douloureux et c'est voilà, ça laisse des blessures et effectivement en cascade, on peut très bien le voir de manière transgénérationnelle comment les choses se transmettent. Voilà ce que je voulais dire un petit peu pour faire le lien entre ces deux points. Si je peux ajouter un élément sur le sentiment d'abandon, en effet, il peut s'insinuer aussi de façon vraiment presque imperceptible, insensiblement, dans des toutes petites choses, parce que en fait, si on revient à ce qu'est le lien parent-enfant ou parent-adolescent, notamment en termes d'attachement, c'est pour l'enfant le sentiment que le parent est disponible pour lui. Que s'il a un problème, le parent sera disponible, que s'il a besoin de lui, il sera disponible, qu'il est accessible en fait. Et
pendant la séparation ou après la séparation, dans une situation de conflit ou de vulnérabilité des parents, parfois le parent n'est plus accessible ou disponible parce qu'il est trop pris par sa propre souffrance, tout simplement. Et que quand l'enfant lui fait part de ses propres problèmes, le parent parle de ses propres problèmes à lui, où l'enfant voit bien que quand le parent court les médecins, les avocats, etc., soi-disant pour le protéger, en fait, c'est pour sa souffrance à lui. C'est plus lui qui est aidé à son parent. Et il faudrait aussi dire un mot, alors la question très compliquée, je sais qu'en médiation familiale, Sonia, ça revient souvent, la question de est-ce que je peux avoir concrètement accès à mon autre parent par téléphone ou autre. Et ce que ça représente pour un enfant, lorsque les parents ne sont pas du tout d'accord pour le téléphone, etc., que l'un des parents ne répond pas au téléphone quand il voit que c'est le numéro, etc., ça fait des enfants qui parfois, pendant 2 semaines de suite, ne peuvent pas avoir de contact avec leur autre parent. Et on ne pense pas toujours à ce que ça peut avoir comme impact sur la sécurité affective d'un enfant de ne plus avoir accès, même accès 30 secondes au téléphone, avec les personnes qui sont les plus importantes pour lui comme figure d'attachement. Peut-être juste si je peux me permettre de rajouter, parce que je pense que c'est quelque chose que je n'ai pas peut-être mis suffisamment l'accent dessus tout à l'heure, c'était sur l'idée aussi que l'espace de médiation, justement, en proposant aux parents de se rencontrer en dehors de la présence des enfants, c'est parfois un espace, le seul espace où ils acceptent à un moment donné, où ils ont l'occasion à un moment donné de se retrouver ensemble pour aborder un certain nombre de sujets dont ils n'arrivent plus à parler tous les deux tout seuls. Et le fait du coup de pouvoir aborder ces questions-là et que l'enfant soit du coup préservé de ces échanges-là, leur permet aussi à un moment donné de pouvoir se poser là et de pouvoir écouter l'autre d'une autre manière et peut-être s'exprimer aussi d'une autre manière. Et le médiateur va être tiers aussi pour effectivement moduler les échanges et permettre cette modération entre les personnes, enfin faire en sorte que les personnes puissent écouter. Et c'est ça aussi qui va permettre à un moment donné que parfois les personnes se disent à la fin d'un entretien, quand les entretiens durent 1 heure et demie environ, ça fait longtemps que j'ai pas pu parler à l'autre de cette manière-là et que j'ai pu enfin une fois dire ce que j'avais vraiment sur le cœur ou la façon dont je vis les choses et que l'autre a pu les entendre. Alors ils sont peut-être pas d'accord dessus ils n'ont peut-être pas trouvé un accord, mais ils ont pu entendre ça et ça parfois ça aide aussi à alimenter une réflexion et un cheminement. Est-ce qu'il y a, je vais dire une horreur, est-ce qu'il y a une question dans la salle? Il n'y a pas de salle, si ce n'est sur le territoire numérique, mais peut-être que quelqu'un souhaite prendre la parole pour intervenir auprès de l'un ou l'autre de nos conférenciers intervenants du jour. Donc, les personnes réfléchissent. Est-ce que vous me permettez de dire un mot? Bien sûr. Alors déjà, je voulais vous dire que je vous avais emmené à la fonderie à Mulhouse. Voilà, donc ce que vous voyez derrière moi, voilà, vous êtes à Mulhouse. Et, et je voulais juste aussi dire un mot sur le mot abandon. Parce que là, on parle des ruptures familiales, on a évoqué des recompositions familiales. Il peut y avoir aussi des ruptures des décompositions familiales après coup. Et là, du coup, il peut y avoir des situations qui sont délicates pour des enfants aussi, qui pendant un certain nombre d'années ont vécu avec le beau-père, la belle-mère, qui peut-être ont même été adoptés. On peut être dans le cadre d'une adoption à ce moment-là. Et quand il y a une rupture de ce couple recomposé, ça amène aussi alors, il y a beaucoup en jurisprudence, on a beaucoup de cas d'abandon, enfin de tentatives d'abandon ou de reconnaissance juridique d'abandon avec des contestations de filiation. Et alors, c'était très fréquent, ça allait beaucoup moins depuis maintenant, ça fait longtemps, depuis 2005, on a changé les délais de prescription.
aujourd'hui, ça va aller très vite. Si vous avez rencontré, allez, on va dire une femme qui avait un enfant, que vous avez reconnu cet enfant, c'est une reconnaissance mensongère, hein, vous n'étiez pas le père, vous rompez avec cette personne. Si vous rompez dans les 10 années, enfin moins de 10 ans, donc, mais effectivement, vous pourriez faire une contestation de reconnaissance d'enfant. Au-delà de 10 ans, ça ne sera plus possible. Mais là, on a assez souvent, on retrouve assez souvent cette hypothèse, c'est-à-dire qu'en fait, vous aviez pris l'enfant avec la mère, puisque vous quittez la mère, vous quittez aussi l'enfant. Et il y a des actions en contestation de la filiation qui sont intentées. Alors maintenant, je reviens aux couples initiaux, hein, où vous avez quelqu'un qui a découvert l'infidélité de sa compagne, de sa femme, et qui évidemment a un petit doute sur la paternité. Et on pourrait avoir à ce moment-là une rupture du couple qui s'accompagne d'une action en contestation de la filiation. Voilà, donc il y a quand même aussi de l'abandon pour les juristes. J'ai vu qu'il y avait une question dans le flux sur la formation à la médiation familiale. Oui. Quelqu'un demande où se former à la médiation familiale. Est-ce que Sonia, tu veux en dire quelque chose? Oui, alors en fait, oui, j'ai vu encore passer deux autres questions, mais donc alors déjà pour répondre à celle-ci, sur le département du Bas-Rhin, le plus simple c'est de contacter EDIAC, qui est donc un centre de formation, et ou Récif, qui travaillent donc, qui ont fait un partenariat et qui mettent en place des formations pour le diplôme d'État de médiateur familial. Et si je peux rajouter un petit point, Sonia, là-dessus, j'ai entendu, pas forcément en Alsace, mais dans d'autres régions de France, de plus en plus d'institutions qui décident de former l'un de leurs propres agents à la médiation familiale, des associations médico-sociales, des services de pédopsychiatrie, etc., pour avoir dans leur équipe un médiateur vers lequel on peut d'emblée relayer les familles et ne pas perdre de temps en difficulté d'orientation et en frein pour les parents à s'orienter encore vers quelqu'un d'autre. On peut tout de suite orienter les parents vers un collègue et ne pas en fait éviter le cœur du problème, le dialogue entre les parents, comme j'en parlais tout à l'heure. Alors, pour l'instant, j'ai pas connaissance de ce développement-là au niveau du Bas-Rhin, mais en même temps, le plateau, le fait que les 4 associations se soient constituées en plateau, c'était aussi dans l'idée de faciliter justement l'accès à la médiation et qu'il n'y ait pas cette errance-là des personnes ou cette difficulté de prendre contact. Et c'est quelque chose aussi, lorsque les personnes nous contactent au niveau du plateau et pour des informations et prennent rendez-vous, trouve effectivement déjà facilitant le fait d'aller à un endroit pour avoir les informations, la prise de rendez-vous et du coup d'avoir du coup c'est aidant dans leur démarche en fait et c'est facilitant. Par ailleurs, j'avais vu passer une question sur le fait qu'il y avait un désert au niveau de l'Alsace-Bossu ou des Vosges. Donc c'était juste pour dire, alors effectivement, pour l'instant, les associations, lorsque nous sommes créés en plateau, les associations étaient déjà implantées sur le territoire à certains endroits et finalement la couverture était assez bonne, sauf ce territoire-là de l'Alsace-Bossu. Et c'est quelque chose qui devrait pouvoir être remédié prochainement, puisqu'effectivement on envisage un développement de la médiation familiale dans ce secteur-là. Mais il faut aussi dire qu'il y a très peu de demandes qui, pour l'instant, émanent de ce secteur-là. Alors, on peut se poser la question, et même des médiations judiciaires, donc ordonnées par notamment le tribunal de Saverne, puisqu'il est le plus proche de ce territoire-là. Et on s'est posé la question, alors est-ce qu'il y a moins de situations conflictuelles? Est-ce que les professionnels n'orientent pas vers la médiation parce qu'ils savent pertinemment que les personnes ne pourront pas faire le déplacement vers un service de médiation familiale plus proche?
Donc tout ça, toutes ces questions-là, pour l'instant, sont ouvertes, mais en tout cas, l'idée, c'est de pouvoir implanter un lieu de rendez-vous dans ce territoire-là dans les prochains mois, je pense. Merci Et je crois beaucoup. qu'il y avait encore une autre question, mais je ne sais pas, je n'ai pas eu le temps de la lire en entier par C'est rapport à un peut-être préalable. Oui, c'est peut-être une question d'ailleurs à laquelle Isabelle pourrait répondre. C'est la question de favoriser comment dire ça, la résolution amiable des conflits. Est-ce que la médiation familiale est un préalable? Mais je crois qu'Isabelle aurait des choses à dire sur ça, sur cette évolution du droit qui favorise la résolution amiable. En fait, comment dire, à la fois dans le divorce et dans l'autorité parentale, on a introduit la médiation familiale, donc le juge aux affaires familiales, et effectivement, pardon, voilà, le chien est là. Bon, donc on a effectivement dans les missions qui sont données au JAF, il a comme mission de s'efforcer de concilier les parties. Et là, il peut proposer une mesure de médiation et il peut leur proposer, ça c'est ce que, alors si vous voulez aller regarder, c'est 373-2-10, et le deuxième alinéa dit le juge peut proposer une mesure, mais il peut même leur enjoindre de faire de la médiation familiale. Alors c'est une solution donc qui est laissée au choix du juge, mais si effectivement le juge pense que ça peut débloquer la situation, donc c'est le cas, sauf quand il y a des violences, dans le cadre des violences, soit à l'égard des enfants, soit des violences conjugales, là on a quand même pensé que la médiation familiale n'était pas une solution, hein, voilà. Mais sinon, voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Sébastien, mais comme dit, moi je ne suis pas une praticienne, donc je rends la parole à la praticienne. Ouais, c'est peut-être que Sonia, tu pourras redire un mot aussi sur cette évolution d'avoir à démontrer tant que possible que les parents, que les parties ont essayé de résoudre à l'amiable avant d'engager des démarches, des procès, etc. Oui, alors je pense qu'effectivement, l'aspect de la médiation familiale ou les modes de résolution amiable sont de plus en plus mis en avant par la justice et développés au sein des tribunaux. Et la médiation familiale donc en fait partie. Et donc dans ce sens-là, pour l'instant, au niveau du Bas-Rhin, c'est une invitation qui leur est faite et qui leur est adressée en même temps que la convocation à l'audience de venir s'informer sur la médiation familiale. Et il y a parallèlement, au niveau du territoire national, une expérimentation qui est en place maintenant depuis quelques années sur la tentative de médiation familiale préalable obligatoire et qui doit s'arrêter normalement, je crois, fin 2020 ou 2021, pour ensuite voir comment ça pourrait être généralisé sur l'ensemble du département, pardon, du territoire. Donc il y a vraiment quand même une volonté là assez forte, en tout cas de le proposer en préalable à une démarche en justice. Et donc ça c'est la tendance vers laquelle on s'oriente en fait, quoi, hein. Ça vraiment poursuivre et généraliser ce changement de culture que tu décrivais avant, passer de la culture Kramer contre Kramer, guerre des tranchées, l'un doit gagner, l'autre doit perdre, pour une culture du dialogue, de la résolution amiable, parier sur l'intelligence des parties. C'est vrai aussi en dehors du champ du droit de la famille, hein. C'est-à-dire que Oui, tout à fait. les MARL, les modes alternatifs de règlement des litiges, les conciliateurs de justice, enfin voilà, tout ça, c'est en train vraiment de prendre une très très grande importance. Mais on est aussi dans un mode de déjudiciarisation, hein. C'est-à-dire que on a plein de lois ces dernières années où on retire des compétences aux juges, mais en fait, c'est pour que les juges puissent travailler sur les dossiers plus importants, quoi, parce que l'encombrement de la justice,
C'est pas juste des mots, hein, voilà. Hein, Et en tant que thérapeute familial, je trouve ça particulièrement pertinent pour la famille parce que autant dans d'autres domaines, peut-être pourquoi pas que lorsqu'il y a un conflit, l'un gagne, l'autre perd. Bon. Mais dans la famille, moi j'aime beaucoup cette phrase de François Balta, qui est un thérapeute familial français, qui dit dans la famille, quand l'un gagne, tout le monde a perdu. Ça, la famille, c'est soit tout le monde gagne, soit tout le monde perd. En tout cas, l'idée ma mère va gagner contre mon père va gagner contre ma mère. En général, c'est perdant pour tout le monde et c'est ce que montrent les études longitudinales qu'on a maintenant à notre disposition à long terme, que l'un ait cru gagner à un moment, ça se retournera contre lui dans le lien à son enfant à long terme. C'est perdant-perdant. Un mot sur cette question de l'amalgame soins et médiation là, et aussi du fait d'un commentaire que je voulais faire, déjudiciarisation, mais il y a aussi psychologisation beaucoup. Hein, il y a beaucoup de parents aussi qui formulent une demande de rendez-vous parce qu'ils vont se séparer, quoi. Et puis comment ne pas faire du mal à l'enfant, etc. Et c'est vrai que là, il faut pouvoir un peu apprécier quelle est cette demande. Et moi, ça m'est déjà arrivé de dire, est-ce que c'est pas plus une médiation familiale? Est-ce que vous n'avez pas besoin, vous, de vous parler, plutôt que de penser que l'enfant aurait besoin d'une consultation. Hein. Donc, déjà, il y a un travail de différence, effectivement, à faire, malgré tout, à mon avis, entre les deux approches, même si, dans les deux cas, on utilise la parole et on permet à ce que chacun se parle, s'entende et tout ça. Bon, ok. Et puis, comme on parle là de thérapie familiale, je pense que c'est une démarche un peu différente. Et que même si les outils sont un peu les mêmes autour de l'écoute, de la parole, etc. Et que bien souvent, effectivement, il y a ce temps de permettre aux parents de se parler, qui est tout à fait essentiel. Et voilà, il faut pouvoir un petit peu orienter facilement. Moi, ça m'est déjà arrivé vers des médiations familiales quand on sent qu'il y a quelque chose de très, très basique autour de la question des juridiques, des questions un petit peu de séparation au sens juridique qui vont se poser et d'arriver un peu à se mettre d'accord, si ce n'est pas d'accord, en tout cas qu'ils avancent un petit peu ensemble plutôt que, comme on le disait là tout à l'heure, dans le cadre de la guerre, avec un gagnant, un perdant. Je trouve que c'est très important ce que tu as dit, Vincent. Alors, je comprenais la remarque sur l'amalgame, mais en fait, beaucoup de services, beaucoup de dispositifs, beaucoup de professionnels sont déjà instrumentalisés en fait dans les situations de séparation. Ils sont déjà appelés à des missions qui ne sont pas les leurs. Les parents leur demandent des attestations, etc., utilisent les soins pour faire valoir que l'enfant souffre, etc., etc. Donc, en effet, quand tu as dit là, que parfois tu avais le réflexe tout de suite de proposer la médiation familiale, là aussi, ça va être un changement de culture pour les professionnels, savoir plus rapidement orienter, ne pas perdre de temps, veiller à ne pas se trouver pris à partie, instrumentalisé sans s'en apercevoir toujours, parce qu'on s'en aperçoit pas toujours. Et être capable d'orienter le plus vite possible vers ce qui est le plus utile. D'autant plus que, alors, Sonia, peut-être que tu confirmeras ou infirmeras, des études que j'ai lues sur la médiation, là où elle est le plus utile, c'est quand elle commence le plus tôt possible. Plus il y a eu des années de conflit, plus on a laissé traîner, parce qu'on a tout essayé avant, psychothérapie des enfants, psychiatre, couple thérapeutique, plus on a laissé traîner, plus ça devient difficile de mettre en place une médiation constructive. Alors, je pense qu'effectivement, ce qui est important, c'est de pouvoir la proposer à différents moments et aussi, même lorsqu'à un moment donné, les parents n'étaient pas prêts à la médiation, pouvoir peut-être la reproposer dans un temps ultérieur, parce qu'il y a aussi, il y a à la fois le besoin que chacun soit prêt à cette démarche de médiation et parfois les deux ne le sont pas au même moment. Donc, ce qui fait que ce qui ne sera peut-être pas possible à un moment
pourra peut-être parfois l'être à d'autres. Alors c'est vrai que plus c'est proposé en amont, ça permet déjà à toutes les personnes qui sont prêtes à ce moment-là de s'en saisir et de savoir que ça existe, même s'ils n'y ont pas recours tout de suite, mais ils pourront peut-être y revenir dans un temps futur. Et parfois, effectivement, il y a des personnes aussi qui, même après des années de conflits et de procédures, à un moment donné, ils sont mûrs pour essayer de passer à autre chose. Donc, je crois qu'on ne peut pas exclure une situation par rapport à une autre. Je crois que c'est vraiment là toute l'importance de pouvoir proposer la médiation et de la promouvoir pour que toutes les personnes qui, à un moment donné, pourraient en avoir besoin, puissent s'en saisir au moment où ils sont prêts pour cette démarche-là. Et de savoir aussi que parfois, ce n'est pas un accord sur l'ensemble des points, mais ça va être peut-être juste une étape ou déjà juste une compréhension de ce qui se vit. Et peut-être que dans un temps ultérieur, ils pourront revenir dans un deuxième temps vers une autre médiation pour effectivement travailler un autre aspect parce qu'ils auront cheminé, parce que la vie leur aura permis d'avancer sur certaines questions et qu'ils seront prêts à ce moment-là à les aborder. Merci beaucoup. Je crois qu'on arrive lentement mais sûrement à l'horaire de fin de notre matinée. Je vois que certaines personnes, notamment ceux qui sont les plus éloignés de Strasbourg, sont assez satisfaits que le coronavirus nous ait conduits à vous faire cette proposition technique. Et je vous confirme qu'on la renouvellera hors période Covid et ayant expérimenté maintenant ce type d'outils, on alternera très certainement entre des journées en présentiel et des demi-journées peut-être ou des séquences même de 2 heures sous ce format. La question est posée aussi, je vois là, de l'outil médiation qu'on vient de développer à distance. C'est vrai que c'est une question qu'on s'est beaucoup posée à la Maison des Ados, là, à la faveur des dernières semaines. Moi, en ayant développé plutôt, nous, de l'accompagnement, voire du soin à distance, de savoir comment on allait exploiter ces initiatives et ces expériences au futur. Je pense que c'est sûrement une question que vous partagez aussi, Madame Alès, du côté de la médiation. On aura l'occasion peut-être d'y revenir justement lors d'une autre matinée, de la façon dont on peut se mettre à disposition de nos publics à la fois en présentiel, mais aussi sous d'autres formes. N'hésitez pas à nous faire par ailleurs, mail ou autre, de vos éventuelles demandes ou idées de thématiques de Café Info Pro. En présentiel ou à distance. On y est toujours très attentif dans les retours d'évaluation pour construire justement la suite de cette offre. Bon appétit, bon week-end à tous et puis à bientôt, j'espère. À bientôt. Au revoir À bientôt. Bientôt, Au revoir. à tous. Hein. Merci beaucoup, Madame Corpart, Madame Alès, de nous avoir rejoints et à Sébastien Dupont et à Vincent Berthoud d'avoir préparé le programme de cette matinée. Moi, je suis contente d'avoir Merci à vous. la fonderie, là. Voilà, mon sac que je t'ai pas vu. Ça marche très bien, ça marche très bien. Merci beaucoup, bravo. Merci à Merci vous. beaucoup, Merci bon à week-end vous. à Au revoir. tous. Au revoir à tous. Au Au revoir. revoir. Merci. On a un petit souvenir. Bon.